Cet épisode va être un peu spécial. On va donc vous poser le contexte dans lequel il a été enregistré. Avec Manon, on a organisé l'été dernier un mini-festival, le Morpa Fest, à la campagne avec des copains et on leur a donné l'opportunité de passer eux aussi devant le micro de Saveur Passion pour nous raconter et vous partager les passions qui les animent au quotidien dans leur vie. Pour ces épisodes hors série, on a laissé notre place à Étienne, l'ingé son du podcast, et un certain Clément, la fameuse soquette légère du 3e épisode, pour vous partager ces nouvelles rencontres d'une fin de journée d'été ensoleillée sous le marronnier. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode hors série de Saveur Passion, je suis en compagnie de Clément. Bonjour à tous. Et moi-même, c'est vrai que je ne me suis pas présenté parce que d'habitude, vous ne m'entendez pas, je suis à la technique, donc c'est Étienne. Et aujourd'hui, nous sommes à un événement assez particulier qui est le Morpa Fest que nous organisons avec des copains. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un Saveur Passion en live, un Saveur Passion hors série. On inviterait tous les gens qui sont à ce festival à nous parler de leur passion pendant 10-15 minutes. Cette fois, nous sommes avec 3 invités qui ne sont pas des Swifties. Je ne sais pas comment on pourrait appeler des basketties. Des fans de basket. Pardon, je tente des choses, mais c'est pas concluant. Donc, on est avec Antoine, que vous connaissez de toute manière, puisque c'est notre podcasteur habituel. Bonjour, bonjour. Exceptionnellement de l'autre côté de la table. Voilà. Avec Pierre. Bonjour. Et avec Clément. Bonjour à tous. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, ils vont nous parler de basketball. Alors, je vais vous raconter un peu notre histoire avec le basket qui remonte à fort longtemps, puisque en fait c'est notre père qui était passionné de basket depuis l'adolescence. Votre père, Pierre et Clément, vous êtes frères ? Oui, pardon, j'ai oublié de préciser qu'on est frères, donc voilà. Et donc il était fan à l'époque de Larry Bird, Magic Johnson, les débuts de Michael Jordan. On pourra en reparler après si vous voulez. Et donc dès qu'on était petit, en fait, il nous a tout de suite transmis sa passion pour le basket. Je me souviens très bien, quand je devais avoir 2-3 ans, en fait, on regardait ensemble les magazines de basket et je devais trouver tous les ballons de basket sur chaque page du magazine. Voilà, donc c'était... on a un peu ça dans le sang, on peut dire. Trop bien. Ouais, après moi, pendant longtemps, je pense que eux deux, j'étais plus jeune, donc je pense qu'eux deux étaient beaucoup plus fans que moi. Et j'ai accroché plus tard que vous, je pense. Toi, t'as joué avant moi. En club et tout, et après ça s'est surtout fait parce qu'on jouait ensemble tous les week-ends à Paris sur des terrains avec un de ses amis aussi, ce qui a un peu, je pense, c'est le fait de parler à 3 tout le temps de basket qui nourrit cette passion et finalement l'a fait grandir. Et encore aujourd'hui. Ok. Et toi du coup Antoine, cette passion du basket, comment elle est née ? Alors moi j'en ai fait quand j'étais petit également, avec notamment Clément et Pierre à côté. Est-ce que vous êtes cousins du coup ? Exactement, oui. cousins. Exactement. J'ai eu la chance de me faire dominer par le pivot Rémi Rioux, père de Clément et Pierre à côté de moi. Rémi Rioux, homonyme d'un super gardien de but du FC Nantes à l'époque. Voilà, on a faut pas trop lui dire. D'accord, ok. Voilà. Et sinon, en fait, moi, c'est plutôt récent que je suis de nouveau revenu au basket. J'en ai pas fait de temps en temps pendant longtemps et pas pratiqué, mais plus que la pratique, c'est en fait je suis beaucoup la NBA. Okay. Peut-être trop, mais notamment parce que les matchs ont lieu la nuit et ça complique les choses. Ça joue sur l'hygiène de vie au quotidien. Voilà. Et donc maintenant, en fait, c'est connaître les différentes franchises, savoir comment ça se passe. En fait, c'est une vraie télé-réalité la NBA. Et il y a plein de choses à dire, il y a plein de moves hyper stylés, plein de joueurs incroyables en fonction des époques. Et ça regorge d'histoires de partout, et je trouve ça passionnant. Voilà. Et en plus, il y a des nouveaux joueurs tous les ans. Les Français sont super. Et puis c'est un système un peu particulier, la NBA, puisqu'on est dans une ligue fermée avec des contrats qui sont faits, je crois, au niveau de la ligue, et les joueurs sont pris par les équipes, etc. Donc c'est tout un écosystème aussi à comprendre qui est différent de ce que nous on connaît en France sur le sport. Oui, et puis je pense que c'est là où, comme tu disais Antoine, c'est sympa à suivre, c'est que c'est une ligue fermée par rapport à peut-être d'autres ligues européennes, comme tu dis. Donc, en fait, tu suis des joueurs. Enfin, il y a des joueurs qui quittent la ligue, mais il y a beaucoup de joueurs qui restent. Il n'y a pas d'équipe en seconde division ou autre. Donc, tu peux suivre le parcours de plein d'équipes sur pas mal d'années et suivre des carrières de joueurs plus facilement, peut-être.
Et tu penses que tu suis plus les joueurs que les clubs? Parce qu'en France, on a une approche du sport qui est clubisme. Je suis supporter d'un club, le joueur il passe, je l'adore. Si la semaine d'après, il a changé de club, il est en face, je vais le siffler. On a un peu cette approche quand même. Après, il y a la distance, c'est que nous, on vit pas la NBA, c'est les États-Unis, donc je pense que c'est leur ville, mais nous, c'est pas nos villes. Donc, c'est ça. Moi, j'ai déjà été fan de joueurs et je les suivais un peu dans leur ville. Ok. Parce que j'avais pas d'attache avec la ville en particulier, quoi. Après, c'est vrai que c'est un peu cruel. Moi, je suis passionné de hockey sur glace, donc c'est le même principe. Mais des fois, tu as des équipes qui sont ancrées depuis des décennies, des 50 ans, et qui d'un coup partent parce que c'est quand même une histoire d'argent. S'il n'y a pas assez de supporters, d'achats de produits dérivés, tout ça, c'est plus assez intéressant, donc on change d'endroit. Et donc des gens qui ont suivi un club pendant 50 ans se retrouvent sans rien, et généralement, tu vas pas suivre le club qui était à Québec et qui part dans le Colorado. Enfin, il garde l'historique quand même. Enfin, souvent, il garde il garde les trophées, par exemple. Oui, si la franchise elle a gagné des trophées quand elle était dans cette ville. Ça dépend. Je sais pas. Mais les trophées appartiennent à la ville. Des fois, oui, je crois. Mais ça dépend des franchises au basket, je crois. Là, par exemple, les derniers champions NBA, c'est OKC, le OKC Thunder, donc à Oklahoma City. Et en fait, c'est une franchise qui existait déjà il y a un certain nombre d'années et qui a gagné, je crois, un titre, mais pas dans la même ville. Et du coup, c'est pas vraiment comptabilisé. Comme ils considèrent que c'est leur premier titre, là. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Après, ça dépend un peu des situations, mais quand la franchise a changé de ville, changé d'image, de couleur, de trucs, souvent on considère que c'est pas la même. Mais il y a quelques restes, par exemple les Lakers, qui sont l'équipe la plus connue de NBA. Avant, ils étaient à Minneapolis, où il y a les lacs et tout. Et là, c'est des hommes du lac, les Lakers. Et il n'y a pas de lac à Los Angeles. Enfin, dire que le nom est resté parce qu'il est devenu Je viens mythique, de comprendre pourquoi ils appelaient les Lakers. Mais il n'a pas de lien avec leur franchise qui est maintenant à Los Angeles. Mais c'est vrai que c'est particulier, tu vois, pour nous justement en Europe. Cette approche de supporterisme est complètement différente par rapport à nous, les Européens. Un club qui chute chez nous, tu le reçuis, mais il est 6 divisions en dessous, quoi. Mais tu essaies de suivre, nous on l'a connu pour le club. On est du Mans tous les deux, donc le foot il a disparu, ils sont repartis en amateur. Du coup, tu n'as pas le choix que de le suivre parce que de toute façon, c'est soit ça, soit rien, quoi. C'est ça, alors que là en NBA, en fait, il peut y avoir des clubs, des franchises qui sont très mauvaises pendant de longues années et que ça peut être très compliqué quand même à suivre parce que les bons joueurs partent. Souvent, c'est des petites franchises qui ont des petits marchés. Il y a tout un système de gros marchés, de petits marchés où les gros joueurs, c'est plus simple de les signer dans les gros marchés. Et pour les petits marchés, pour réussir, ils sont obligés de passer par la draft, en fait. C'est ça, donc il y a une stratégie aussi au NBA de faire des saisons, parce que de mémoire, les plus mauvaises équipes ont les premiers choix de draft. Donc il peut avoir une stratégie de te dire je plombe une saison, parce qu'il y a, admettons, un Wemby qui arrive et je veux le choper, je veux être sûr d'avoir le choix numéro 1 ou 2. Il y a cette stratégie qui peut être mise en place. Après, t'as des... Ça s'appelle le tanking. Mais t'as quand même maintenant des histoires de hasard pour contrer une équipe qui fait exprès d'être dernière donc c'est-à-dire que les 5 derrière, je sais pas en NBA, mais en gros les 5 dernières vont être dans une loterie. Donc tu seras pas forcément... Tu maximises tes chances, mais tu les garantis pas. Voilà. Et donc ça pour le côté spectateur, mais vous êtes encore aujourd'hui licencié dans des clubs, vous pratiquez encore le basket en compétition? Alors avec Pierre, on pratique le basket en loisir dans un club. Donc pour être très honnête, on n'a pas trop le temps de faire tous les entraînements, les matchs le week-end. Ça demande pas mal d'organisation. Mais on est dans un même club depuis... moi j'y suis entré en fait en 2013 quand j'avais 16-17 ans. Ensuite j'ai arrêté quelques années pour les études. Et on a repris ensemble avec Pierre en 2019, quelques mois avant le Covid. Et cette année, je reprends le coaching du club loisir. Trop bien. Donc club loisir, donc c'est des adultes, mais qui sont vraiment... c'est là pour s'amuser, quoi. Complètement, et en fait c'est tous les vendredis soirs et on est juste là pour décompresser de la semaine où on s'échauffe et après on fait que des matchs dans la joie et la bonne humeur. Ok. Et donc ça doit être cool aussi de partager ça avec son frère, une passion, les matchs et tout, c'est hyper intéressant. Ouais, et puis ça a toujours donné des... Il est plus fort que moi. D'accord, c'est honnête. C'est lui qui est plus fort que moi. Mais du coup, on n'a pas eu tout le même type de jeu, donc c'est intéressant aussi de jouer contre lui ou avec lui parce qu'on se connaît bien, donc c'est cool d'avoir ça. Et ce qui est bien là où on joue au basket, c'est vu qu'on fait pas de compète, il y a des joueurs au profil et au niveau très variés et on arrive grosso modo à tous jouer ensemble. Hier soir par exemple, on a eu la première de la saison.
avec des débutants qu'on a essayé d'inclure, comment on pouvait leur apprendre, mais qui se sentent pas non plus dépassés, mais qu'on puisse jouer. Donc c'est assez cool d'avoir plusieurs niveaux qui se côtoient aussi. Et justement, sur le côté débutant, est-ce que vous pensez que c'est accessible pour des adultes de démarrer le basket avec d'autres gens qui sont... Alors pour être honnête, c'est compliqué. C'est pas facile. Après, on essaie quand même de mettre en place certaines choses pour les inclure davantage, comme disait Pierre. Donc on prend le temps individuellement de voir certains aspects du jeu avec eux. Après, voilà, c'est sûr que sans une bonne dose de motivation de leur part, c'est compliqué avec d'autres joueurs qui ont déjà plusieurs années d'expérience. Et vous jouez quel poste sur le terrain? Parce que tu disais, vous n'avez pas le même jeu, mais est-ce que vous avez le même poste? Alors moi, je joue plutôt ailier, voire parfois ailier fort si les gars d'en face sont pas trop grands. Et moi, je peux jouer meneur, mais je suis plutôt arrière en vrai. D'accord, ok. Parce que je fais pas de passe. Ok. Il y a jamais de shoot que j'ai pas envie de prendre. Ok, donc toi, quand t'as le ballon, tu pars au shoot, quoi. Faut pas être mon coéquipier. Et moi, quand j'en ai fait il y a très longtemps, j'étais ailier. En gros. Ailier, ok. Et alors, je vais peut-être dire une ânerie, mais ailier fort, tu dois avoir une capacité à prendre des shoots un peu longue distance, c'est ça? C'est généralement, mais ça change. C'est plutôt les meneurs arrière ailiers qui prennent des shoots de loin, et le pivot ailier fort plutôt dans la raquette, mais c'est pas, y a pas de catégorie très fixe non plus. Ok. Par exemple, Wemby il prend des tirs à l'extérieur. Oui. Alors qu'il est censé être pivot. Oui, mais après là on est quasiment sur extraterrestre qui va va être capable de faire à peu près, va être le joueur complet par excellence. Le jeu en tout cas NBA a de plus en plus tendance à faire sortir les grands à l'extérieur parce que comme ça c'est une double menace en fait. Ok. On sait pas si le mec on est obligé de le défendre même s'il est à l'extérieur. Et donc vous suivez donc le basket, ça j'ai compris, aux États-Unis, etc. On a aussi du basket en France, avec en plus vous êtes parisien ou région parisienne, avec une belle équipe de basket à Paris qui joue l'Euroleague toutes les saisons, etc. Donc qui est quand même installée. Est-ce que du coup vous avez rapporté cette passion, ce suivi au club un peu plus local, à tous ces suivis-là? Alors le championnat français, on le suit d'un peu plus loin, mais on suit quand même. Et surtout, c'est la Betclic Elite encore c'est ça exactement. Ouais. Et donc on va surtout régulièrement au nouveau stade qui est à Porte de la Chapelle, le Adidas Arena. Qui a été inauguré il n'y a pas longtemps, il y a un ou deux ans. Exactement. En fait, je crois qu'il a été construit pour les Jeux Olympiques à l'origine. Et donc on vient voir régulièrement le club parisien qui en plus a de très bons résultats depuis 1 an ou 2. Donc voilà, on est fiers d'être parisien pour ça. Et puis on a pu aussi voir le club de Limoges à une occasion. Club historique français, le CSP Limoges, qui était l'équipe phare dans les années 80-90, c'était exceptionnel. Et avec leurs fans c'était très impressionnant. On avait vu un Brive ou Tulle, je sais plus, Limoges en Corrèze, un match de pré-saison, et c'était très impressionnant comme ambiance, alors qu'ils n'étaient pas nombreux. D'ailleurs, c'est ça qui est assez rigolo au basket, c'est qu'en fait, les clubs les plus forts, c'est pas forcément des grosses villes en fait. Tu retrouves pas, je sais pas, par exemple à Lyon, c'est Villeurbanne. Bon là, c'est un peu différent parce que c'est l'Asvel, c'est ça. C'est l'Asvel et tout ça. Mais t'as Chalon qui est très fort. Nous, on a eu la période au Mans. L'équipe du Mans était très forte au début des années 2000. Ils ont été 2-3 fois champions de France. Ils ont gagné la Coupe de France cette année, je crois, le Mans. Donc Bourges chez les femmes, par exemple, était très fort. Oui. Et le basket européen est quand même assez différent, non, du basket nord-américain. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimez plus dans l'un que dans l'autre? Il est quand même assez. Alors, donc sans entrer trop dans les détails, le basket européen est quand même plus défensif que le basket américain, qui est très tourné autour de l'attaque. Et en général, il y a beaucoup plus d'espace en NBA. La ligne à 3 points est plus loin. Il y a plus de shoots qui sont pris à longue distance. Et moi, je trouve que le basket européen et international est quand même plus équilibré entre l'attaque et la défense, avec des règles aussi qui vont davantage favoriser la défense qu'en NBA. Donc, je dirais que j'ai quand même une préférence pour ce style de basket, même si c'est peut-être un peu moins spectaculaire. Mais d'un autre côté, quand la défense est un peu plus élevée, je trouve que le spectacle est encore plus au rendez-vous finalement. Pour compléter, en NBA, vu que c'est un sport où naturellement c'est plus facile de marquer de près que de loin, donc les pivots, les grands sont avantagés. Toute l'histoire de la NBA, c'est une histoire de nouvelles règles qui essaient de réduire la domination des pivots
Par exemple, le fait qu'on puisse rester que 3 secondes dans la raquette. Après, il faut sortir plein de choses comme ça. Donc, certains pensent que maintenant, c'est trop déséquilibré de l'autre côté en NBA. Et on parle parfois de poste 6, c'est-à-dire un peu des pivots qui sont trop lents ou qui savent pas shooter et qui jouent plus maintenant en NBA. Ils sont pas assez mobiles, mais qui ont leur place en Europe. Donc il y a des profils de pivots plus lents mais très bons près du cercle qui jouent en Europe et où c'est très intéressant de les observer du coup, mais qui jouent plus en NBA. Mais c'est fou quand même parce qu'il n'y a aucun sport comme ça où en fonction d'où tu joues... Les règles peuvent varier ou autre. Parce que, après, ils gagnent quand même souvent les Américains, mais dès qu'ils arrivent dans une compétition internationale, ils doivent se réadapter à chaque fois, du coup. D'ailleurs, on l'a vu, certes, ils ont gagné les derniers Jeux Olympiques, mais il me semble qu'on les a battus quelques fois en compétition internationale ces derniers temps. Donc on voit bien que la difficulté pour eux de s'adapter à d'autres règles qui ne sont pas les leurs. Ouais, puis la finale des JO, ils n'ont pas survolé l'équipe de France. Il y a eu un petit écart sur la fin, mais parce que Steph Curry est entré en éruption, il a décidé de marquer l'histoire, mais c'était pas si déséquilibré que ça au final. Non, puis en plus, il y a aussi un autre fait qui fait que les équipes européennes peuvent être plus fortes, c'est souvent ils jouent ensemble depuis qu'ils sont très jeunes. Alors que les joueurs américains, en fait, c'est un assemblage d'individualités. Ils ont moins de temps pour s'entraîner en amont et préparer des systèmes. Ils sont tous très forts. Et parce que les saisons NBA sont très longues, beaucoup de matchs. Forcément déjà joué ensemble avant de jouer en Team USA. Et donc ça peut expliquer aussi. Et là d'ailleurs en ce moment c'est l'Eurobasket. C'était la question que j'allais vous poser un peu, le pronostic, l'équipe de France. Je crois avoir compris qu'on est qualifié, là on est sorti des poules, c'est parti. Comment on voit les choses pour la France ? Là, on affronte la Géorgie demain. D'accord. Donc, on peut gagner. Mais si on gagne, on a un gros problème, c'est qu'on affronte le meilleur joueur du monde, qui est Nikola Jokic, Serbie. Et il nous reste un seul pivot qui n'est pas blessé. Donc, je vois pas comment on passe l'écart, même si on passe les 8e. Là. Mais après, cet Euro-là, il est intéressant parce qu'on a plein d'absents. Wemby n'est pas là, d'autres joueurs sont pas là. Donc, c'est un bon tremplin pour tester des joueurs pour les autres compétitions, les responsabiliser. Donc, c'est pas très grave si on perd tôt dans cet Euro. Et puis, du coup, il y a des joueurs qui continuent d'assumer leur statut. Il y a Bouzélé qui a fait un match à 30 points il y a quelques jours. Là. Donc, c'est intéressant. Ouais. Oui, c'est ça. Puis on voit aussi plus de joueurs qui sont en Euroleague et qui sont en fait très forts en basket FIBA. Et ça, c'est cool. Ça fait découvrir des profils que les Français connaissent pas forcément. Et il y en a. Est-ce que c'est une tendance qui émerge des joueurs européens qui font le choix de ne pas aller en NBA parce que l'Euroleague commence à devenir vraiment très crédible, etc. Je pense aux Français, c'est Nadir Hifir qui a fait le choix de rester à Paris, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus ? Alors je pense que la NBA reste la ligue la plus attractive au monde. Donc je dirais pas qu'il y a une tendance dans ce sens. C'est compliqué de répondre à cette question. En plus, je sais que la NBA a aussi des velléités de développer une ligue de NBA en Europe qui concurrencerait la ligue actuelle. C'est pas encore fait, mais ça pourrait compliquer les choses. Donc en créant des nouveaux clubs. Oui, en créant des nouveaux clubs dans les capitales, donc Paris, Londres, etc. Et après, je sais pas si à terme ça finirait par former une seule ligue ou pas. Enfin, pour l'instant, on n'en sait rien. C'est au stade exploratoire. Mais en tout cas, je pense que la NBA reste la ligue la plus attractive et que tous les bons joueurs rêvent d'y jouer encore. Merci. On va enchaîner sur nos les derniers intervenants. Merci beaucoup encore. Merci encore. Merci à vous. Dommage que vous nous quittiez, alors que ça commençait à devenir passionnant. Oui.